Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour illustrer le principe de l'intégration nerveuse. Sur cette image, vous avez un neurone ici en jaune, on voit bien son corps cellulaire et ses expansions dendritiques, et peut-être ici l'axone. Et vous voyez que ce neurone est en contact avec des milliers d'autres neurones, puisque les points rouges correspondent au contact synaptique. Donc ça veut dire que ce neurone peut, simultanément, recevoir des milliers d'informations d'autres axones. C'est ce qui se passe en permanence dans mon cerveau. Et l'idée, c'est que ce neurone va devoir prendre en compte les informations qui peuvent lui arriver simultanément de milliers de synapses pour justement élaborer une réponse et réaliser donc ce qu'on appelle une intégration. Donc vous voyez qu'ici le neurone postsynaptique, tous ces contacts sont des synapses, donc en fait il correspond ici à l'élément postsynaptique, ce neurone intégrateur, et ben c'est lui qui va devoir réaliser l'intégration. Et donc à vous d'expliquer le principe de cette intégration nerveuse. Alors vous avez vu, on va prendre un exemple en terminale précis d'un neurone intégrateur, on va prendre l'exemple du motoneurone. C'est pour ça qu'on fait le lien avec le réflexe myotatique, dont on a parlé dans un autre chapitre, et dans ce réflexe myotatique, vous avez ici en rouge représenté le motoneurone, le neurone moteur, qui envoie l'ordre de contraction au muscle qui s'étire. Et ben on va pouvoir aussi prendre cet exemple pour montrer que lui, il réalise en permanence une intégration nerveuse. Alors il faut être précis sur les contacts synaptiques qu'il reçoit. Vous avez déjà ici en violet un neurone, un T, donc un neurone sensoriel, qui est connecté directement au fuseau neuromusculaire et qui va donc apporter une information sensorielle qui correspond à l'étirement du muscle. Donc là, ici, ce neurone violet va faire une synapse avec le motoneurone. Premier contact synaptique possible. Vous avez évidemment un neurone moteur qui peut provenir directement donc des voies pyramidales du cortex moteur primaire. Et ici, donc ce neurone du cortex moteur, lui aussi peut faire une synapse avec le motoneurone. Une synapse excitatrice. Et vous avez enfin deux autres neurones à considérer. Là, on est sur le muscle antagoniste. Le muscle fléchisseur, là on était sur l'extenseur, et dans ce muscle fléchisseur, il y a aussi des fuseaux neuromusculaires, puisque ce muscle peut être amené lui aussi à s'étirer. Mais si ce muscle s'étire, il va être, via le réflexe myotatique, amené à se contracter. Et donc il ne faut pas au même moment où il se contracte que le muscle extenseur se contracte, sinon le mouvement n'est pas possible. C'est pour ça qu'ici, le neurone sensoriel en bleu, qui est aussi un neurone en T, va apporter l'information ici d'un étirement, mais va, via un interneurone, provoquer l'inhibition du motoneurone. Donc là, on va avoir une synapse inhibitrice entre l'interneurone et le motoneurone pour empêcher au muscle extenseur de se contracter quand le fléchisseur va être lui aussi amené à se contracter. Alors je résume ça d'une manière peut-être plus simple. Ici, donc, j'ai placé mon motoneurone intégrateur. Dans le cadre du réflexe myotatique, c'est lui qui va opérer cette intégration. On retrouve ici le neurone sensitif du muscle étiré, qui provient directement des fuseaux neuromusculaires, un neurone en T, qui va réaliser une synapse excitatrice ici avec le motoneurone. Mais on peut considérer aussi en violet le neurone sensitif en T lui aussi du muscle antagoniste, qui lui va faire une synapse excitatrice avec un interneurone, ici. Mais cet interneurone, lui, va faire une synapse inhibitrice avec le motoneurone, parce qu'en fait, ce neurone sensoriel doit provoquer l'inhibition du motoneurone. Et vous n'oubliez pas aussi que vous avez une synapse excitatrice qui vient du neurone pyramidal. Donc ici, c'est la moelle épinière, et en fait, vous voyez que ce motoneurone est capable simultanément de recevoir trois informations, puisqu'il a trois contacts synaptiques, deux synapses excitatrices et une synapse inhibitrice. Donc c'est à lui d'élaborer une réponse, donc d'intégrer ces messages pour envoyer un message unique en direction du muscle. Alors une dernière fois, pour illustrer tout ça, j'ai représenté ici les différents acteurs de cette réponse, de cette intégration. Vous avez ici le neurone qui vient directement de mon cortex primaire, la terminaison axonique du neurone pyramidal, qui réalise une synapse excitatrice avec mon motoneurone ici en violet. Vous avez aussi la terminaison axonique du neurone sensoriel, neurone en T, qui amène l'information du muscle qui s'étire, qui lui aussi réalise une synapse excitatrice. Vous avez aussi un deuxième neurone sensoriel qui vient du muscle antagoniste et qui va chercher à bloquer le motoneurone. Donc là, il réalise une synapse avec ce petit neurone qu'on appelle un interneurone, qui lui, au contraire, va réaliser une synapse inhibitrice. Donc mon motoneurone ici est mon neurone intégrateur. Vous voyez, il va recevoir des messages simultanément ou dans un temps très court de ces trois types de synapses, des messages excitateurs ou inhibiteurs, et il va devoir réaliser l'intégration de cet ensemble de ces informations. Et l'intégration, il n'y a que deux réponses possibles, soit cette intégration conduit à l'émission d'aucun PA, donc le muscle ne se contracte pas, ou au contraire l'intégration conduit à une certaine fréquence de PA et à la contraction du muscle. Voilà donc les acteurs
de cette intégration. Dernière chose avant de voir le détail, il faut considérer ici qu'on a deux synapses différentes, une excitatrice, une inhibitrice. Donc ici je rappelle, on l'a vu dans d'autres vidéos, le principe de ces deux synapses. La synapse excitatrice, donc vous avez évidemment l'arrivée des potentiels d'action dans l'élément présynaptique, qui provoque l'exocytose des vésicules, la libération des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs vont s'ouvrir, permettent à la membrane d'être perméable et créer, on le voit ici si on met des microélectrodes et un oscilloscope sur l'élément postsynaptique. N'oubliez pas que ce neurone violet, c'est mon neurone intégrateur. Et ben cette synapse, lorsqu'elle fonctionne, fait naître en fait une légère dépolarisation. On voit que on est passé de moins le potentiel de repos du neurone postsynaptique intégrateur de moins 110 mV, il est passé à moins 50 mV. On parle d'une légère dépolarisation et c'est ce qu'on appelle une synapse excitatrice. Alors vous vous rappelez, si je zoome sur la membrane de l'élément postsynaptique, on sait expliquer de manière simple cette légère dépolarisation. On a ici les neurotransmetteurs en vert qui se sont positionnés sur les récepteurs de la membrane de l'élément postsynaptique, et ce sont des protéines canal qui se sont ouvertes par le complexe formé neurotransmetteur-récepteur, et ce canal est un canal par exemple sodique qui va laisser passer les ions sodium. Donc si j'ajoute des charges positives sous la membrane de l'élément postsynaptique, je crée cette légère dépolarisation. Voilà le principe de fonctionnement d'une synapse excitatrice. Si on compare avec une synapse inhibitrice, le départ est identique, vous avez toujours des PA qui arrivent, qui provoquent l'exocytose. L'exocytose va libérer des neurotransmetteurs qui vont eux aussi se fixer sur des récepteurs présents sur l'élément postsynaptique. Par contre, si on regarde l'état du potentiel justement ou de la tension de mon neurone postsynaptique intégrateur lorsqu'on fait fonctionner une synapse inhibitrice, vous remarquez que on enregistre une légère hyperpolarisation, puisque momentanément le potentiel où la tension de mon neurone postsynaptique ici est plus proche de moins 80 mV que moins 70 mV. Donc on parle d'une légère hyperpolarisation. Et évidemment, on s'aperçoit ici que autant lors de la légère dépolarisation on s'approchait du fameux potentiel seuil nécessaire à la genèse des PA, autant là, par cette hyperpolarisation, on éloigne le potentiel du neurone postsynaptique du seuil nécessaire à la genèse d'un PA. Donc ici, on a une synapse qui augmente la probabilité de faire naître un PA, le terme d'excitatrice, et là au contraire on a une synapse, lorsqu'elle fonctionne, en éloignant le potentiel de repos du neurone ici du seuil nécessaire à la genèse des PA, diminue le risque de faire naître un PA, et on appelle ça une synapse inhibitrice. Alors là aussi on peut expliquer de manière très simple l'hyperpolarisation que crée une synapse inhibitrice. En fait, sur la membrane de l'élément postsynaptique, il y a des récepteurs aussi, qui fixent des neurotransmetteurs, alors des neurotransmetteurs différents de ceux-là évidemment, qui eux ouvrent des canaux, par exemple chlore, Cl-, et si je fais rentrer des ions Cl-, évidemment, cela explique l'hyperpolarisation. J'ajoute des charges négatives, et je crée une hyperpolarisation qui, je le répète, éloigne le potentiel de ce neurone postsynaptique du seuil nécessaire à la genèse d'un PA. Voilà le principe de la synapse inhibitrice. Donc maintenant qu'on a tout compris, on va mettre tout ça en pratique. Vous avez ici un corps cellulaire de neurones, qui est en fait mon neurone postsynaptique, qui est le neurone intégrateur, qui est par exemple le motoneurone dans le cadre du réflexe mutatique. J'ai positionné ici 4 synapses, S1, S2, S3, S4. On peut, et ici, on imagine qu'à chaque fois on a mis un oscilloscope et 2 microélectrodes pour enregistrer la différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur. Bref, on peut mesurer la tension qui règne dans ce neurone postsynaptique. Si on regarde ici le fonctionnement de la synapse S1, cette synapse provoque dans l'élément postsynaptique une légère dépolarisation. On voit le potentiel passer de moins 70 mV à peut-être moins 55 mV. Donc, avec ce qu'on a dit avant, on considère que la synapse S1 est une synapse excitatrice. On peut avoir le même raisonnement pour S3 et S4, puisqu'à chaque fois, lorsque ces synapses vont fonctionner, elles créent des légères dépolarisations. Par contre, pour la synapse S2, on s'aperçoit que lorsqu'elle fonctionne, le potentiel du neurone postsynaptique intégrateur baisse, on a plutôt une hyperpolarisation, donc on peut qualifier cette synapse d'inhibitrice. Donc voilà le contexte, on a un neurone qui doit intégrer 4 types de messages, 3 synapses excitatrices, une synapse inhibitrice. Alors premier cas de figure, si on fait fonctionner exclusivement la synapse N1. S1, donc le neurone N1, émet 3 PA qui arrivent dans l'élément présynaptique. Et bien le résultat, il est résumé là. Le neurone 1 seul actif va provoquer, on l'a dit, une légère dépolarisation qui ne va pas atteindre le seuil de moins 50 mV, donc qui ne va pas générer de PA. Donc l'intégration ici du neurone postsynaptique se traduit par aucun message dans l'élément postsynaptique.
Si maintenant on fait fonctionner 2 fois de suite N1, c'est-à-dire qu'on fait arriver par exemple une succession de PA et puis derrière encore d'autres PA, on augmente la fréquence des potentiels d'action, et ben si on enregistre le résultat, je l'ai traduit ici, vous allez avoir ce qu'on appelle une sommation dans le temps. C'est-à-dire que les PA qui arrivent, les premiers PA vont créer comme ici une légère dépolarisation, mais si il y a de nouveaux PA qui arrivent dans un temps très court, donc ça c'est lié à une augmentation de la fréquence des PA par exemple, et ben la légère dépolarisation initiale s'ajoute à la suivante. Et donc cette sommation dans le temps des différentes dépolarisations créées par l'arrivée des différents PA, et ben permet aux neurones postsynaptiques de dépasser le seuil et de faire naître un potentiel d'action. Donc là, on parle pour ce cas de figure que j'ai considéré là, N1 plus N1, on fait fonctionner 2 fois de suite N1 dans un temps très court, et ben on est dans le cadre d'une sommation temporelle. Le neurone postsynaptique, en fait, son intégration va consister à réaliser une sommation temporelle. Il va sommer les différentes dépolarisations provoquées par l'arrivée de chaque potentiel d'action, et comme ces potentiels d'action arrivent dans un temps très court, les dépolarisations s'ajoutent, et cette sommation permet de dépasser le seuil et de faire naître des potentiels d'action. Donc voilà la première catégorie d'intégration possible, ce qu'on appelle la sommation temporelle. Deuxième cas de figure, prenons le cas où N1, N2, N3, N4 fonctionnent en même temps. Donc voilà le résultat, N1, N2, N3. Et bien là, on s'aperçoit qu'on a des variations, mais qui ne permettent pas d'atteindre le seuil. Pour quelle raison? Parce que si on réfléchit ici, S2, la synapse S2 et S3 sont des synapses, l'une inhibitrice, l'autre excitatrice. Donc en fait, on peut considérer que lorsqu'elles fonctionnent simultanément à un instant T, et ben comme cette synapse S2 provoque une légère hyperpolarisation et que cette synapse provoque une légère dépolarisation, et ben ces deux variations se compensent. Donc c'est comme s'il n'y avait aucune variation de la tension. Et comme en fait, du coup, si N1 et N3 s'annulent, il reste N1, N1 ne permet pas, on l'a dit, d'atteindre le seuil lorsqu'elle est stimulée une seule fois. Donc on va pas faire naître de PA. On n'atteint pas le seuil. Donc c'est ce que j'ai résumé ici. Si on fait fonctionner N1, N2, N3, là on va dire que le neurone postsynaptique réalise une sommation dans l'espace, puisqu'à un instant T, il y a 3 synapses qui simultanément lui envoient des messages. Et donc il va réaliser ce qu'on appelle une sommation, c'est-à-dire qu'il va ajouter les différentes dépolarisations provoquées par la synapse 1 et 3, mais retrancher en fait la légère hyperpolarisation provoquée par N2. Et comme on peut considérer qu'une légère hyperpolarisation compense une dépolarisation, eh ben il reste en fait cette légère dépolarisation qui n'atteint pas le seuil, et cette intégration conduit à aucun message dans le neurone postsynaptique. Pour finir mon exercice simple, là, si on fait fonctionner les 4 synapses simultanément, on comprend qu'il y a ici, par exemple, la synapse inhibitrice et excitatrice vont se compenser, puisque, là, je répète, la légère hyperpolarisation va compenser la légère dépolarisation. Du coup, on va avoir une sommation dans l'espace qui peut en fait additionner les 2 légères dépolarisations que peuvent créer S4 et S1. Et donc cette sommation spatiale, on peut considérer, c'est en tout cas ce que j'ai voulu dire, qu'elle permet à mon neurone postsynaptique d'atteindre le seuil et de faire naître un PA. Donc là, on est encore dans une sommation spatiale, des différentes dépolarisations provoquées par l'arrivée des PA dans les synapses excitatrices 1, 3, 4, et on va retrancher l'hyperpolarisation de S3, mais la sommation ici, c'est ce que j'ai considéré, permet quand même d'atteindre le seuil et de faire naître un PA. Donc voilà l'idée, le neurone postsynaptique en fait réalise en permanence ces 2 types de sommation, temporelle et spatiale. Il peut à la fois dans un temps très court sommer les différentes dépolarisations provoquées par des PA qui arrivent dans une même synapse dans un temps court, mais il peut aussi sommer les différentes dépolarisations ou hyperpolarisations provoquées dans l'espace par le fonctionnement simultané des différentes synapses. Et tout ça, donc, après intégration, conduit à 2 types de réponses. Pas de potentiel d'action émis dans le neurone postsynaptique, soit une certaine fréquence de potentiel d'action. Voilà.